Depuis 1980. Modestement essayer d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Alors, entre deux spots, je vais essayer de vous dire bonjour. Je suis ravie d'être ici avec vous dans cette enceinte prestigieuse et avec nos invités. Vous savez que l'audace est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Et ici, il va s'agir des marques. Alors, que seraient nos vies sans les milliers de marques qui nous entourent, nous sollicitent, nous séduisent, nous agacent, nous accompagnent et peuplent notre imaginaire? Les marques sont omniprésentes et puissantes, mais elles sont aussi dans une anxiété et une concurrence effrénée pour nous séduire, nous, les consommateurs, et elles nous ont donné un pouvoir colossal. Créer le désir, l'adhésion à une marque et renouveler en permanence ce désir, voilà le difficile challenge des marques, d'autant que nous sommes devenus de plus en plus informés, avisés, exigeants et blasés. Mais nous sommes aussi capables, c'est vrai, d'avoir des engouements fanatiques pour certaines marques, presque irrationnel et à la limite du déraisonnable. L'audace est-elle
un facteur déterminant dans ce challenge au quotidien des marques pour nous séduire toujours plus. C'est ce que nous allons essayer de débattre avec nos invités, que je voudrais vous présenter, en commençant par ma gauche avec Arnaud Deschamps, qui est le directeur général de Nespresso France. Alors, vous êtes directeur général depuis juillet 2008, mais vous avez participé à la fabuleuse aventure de la petite capsule Nespresso dès 1995. Donc j'ai vu qu'on disait, en fait vous êtes leader du café portionné haut de gamme. C'est un peu la définition. Enfin, oui, juste, mais voilà. on a encore plus d'audace que ça. Oui, d'accord. Vous allez nous le dire tout à l'heure. J'imagine. J'espère en tout cas. Voilà. Ensuite, vous avez accompagné le développement international de la capsule Nespresso partout. Vous avez été en charge de la direction stratégique, de nombreuses filiales, de la France, de l'Europe, jusqu'à l'Australie et au Japon. Et alors, vous avez une conviction forte, c'est que c'est la relation client qui est votre premier cheval de bataille. Et vous nous expliquerez, est-ce qu'il a fallu de l'audace pour réussir à former des files d'attente comme ça interminables pour acheter une petite capsule qui est une Rolls-Royce, paraît-il. Donc ensuite, Béatrice Kosowski, bonjour. Vous êtes vice-présidente d'IBM France. Vous avez intégré IBM France en 1994, vous avez occupé différentes fonctions, vous avez gravi un peu tous les échelons, vous avez fait plein de choses, on ne va pas revenir sur tout, mais enfin, le marketing, les ventes. En 2005, vous avez intégré IBM Global Financing en tant que présidente d'IBM France Financement. Et puis, vous êtes devenue vice-présidente d'IBM Global Financing pour l'Europe de l'Ouest et du Sud. Et puis, finalement, dans vos fonctions actuelles, alors, avec vous, ce sera intéressant de réfléchir sur l'audace qui a un sens ou pas dans la vision d'une marque aussi puissante et aussi sérieuse. Dominique Lévy-Saragosi, à ma gauche, vous êtes la directrice générale d'Ipsos France depuis 2012 à cette fonction-là. Bon, vous avez effectué l'essentiel de votre parcours professionnel dans l'univers des études. Chez AC Nielsen et Cecodi, puis Cara France. Ils se sont trompés. Bon. Ah bon, laissez tomber. Ah, j'ai cru qu'elle me disait, vous êtes trompés. Non. Non, non, mais si, ne soyez pas modeste. Vous voyez, vous faites tout de suite la femme, là. Non, arrêtez, n'en jetez pas. Vous avez, les autres, ils ne réagissent pas comme ça. Alors voilà, alors je vais en rajouter du coup, département médias et publicité de l'IFOP. En 2002, vous êtes directrice associée de TNS Sofres. Vous êtes passée par toutes les grandes boîtes, voilà, des études. Depuis 2010, Ipsos. Et s'il y en a une qui connaît les marques, c'est bien vous. Depuis des années que vous les étudiez. Donc ça va être extrêmement intéressant de vous entendre en parler. Enfin, à ma droite, Oliviero Toscani, qu'on ne présente plus, que je connais depuis des années et que vous connaissez tous. Il a toujours quelque chose d'audacieux dans sa tenue. Et je remarque qu'aujourd'hui, il n'a pas failli à la règle parce qu'il a un beau bleu à ses montures de lunettes. La dernière fois que je l'avais vu, c'était rouge. Oliviero Toscani, plus sérieusement, photographe bien sûr. Vous avez réalisé des campagnes publicitaires pour de très très grandes marques du luxe, de la mode. Et puis surtout, de 82 à 2000, vous êtes l'artisan de cette image incroyable des campagnes choc de Benetton. Vous avez choisi des images choc dont tout le monde se souvient et qui font partie de notre imaginaire. Et surtout, à travers ces campagnes, il s'agissait de défendre des choses importantes, des valeurs de la marque et de lutter notamment contre le racisme ou l'exclusion. Bon, vous avez créé un magazine Colors, qui est le reflet de votre univers, un premier magazine global, comme vous l'aviez défini. Vous avez créé aussi Fabrica, vous êtes à l'instigation de cet Institut international de recherche sur l'art et la communication. Oliviero Toscani réfléchit beaucoup à son travail et il a toujours une façon formidable d'en parler. Vous vous exposez un peu partout aussi dans le monde. Et vous nous direz tout à l'heure si la pub peut encore, aujourd'hui, en 2014, étonner. Est-ce qu'elle a encore cette capacité d'étonnement? Alors, Arnaud Deschamps, je vais commencer ma première question en ce qui vous concerne. Donc, je pense que le cas Nespresso doit être étudié dans, je pense, à peu près toutes les écoles de commerce qu'on imagine. Alors, est-ce que finalement, ça a été de l'audace, cette campagne qui vous a fait connaître incroyablement avec George Clooney, pour ne pas le citer, What Else? Est-ce que c'était de l'audace ou est-ce que finalement, ça n'a pas été une façon très intelligente d'interpréter les codes glamour qui étaient ceux des grandes marques du parfum, de la mode, avec des égéries? L'audace de Nespresso, c'est que
on a décidé qu'on ne relâcherait pas nos efforts tant que tout le monde ne reconnaîtrait pas qu'on est les plus grands experts du café sur Terre. Donc l'audace, au départ, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit tous les moyens qu'on peut utiliser pour arriver à nos fins sont justifiés. Et quand on a cette ambition-là et cette audace-là, alors pourquoi pas s'associer à Georges Clooney. Voilà. Et là où on pousse l'audace un peu plus loin, c'est que Georges Clooney, finalement, il se met pas en scène, mais on met en avant la désirabilité du produit, puisque vous avez remarqué que finalement, le produit est plus désirable que Georges Clooney, puisqu'il se fait toujours piquer sa tasse au dernier moment. Voilà. Et ça, c'était quand même assez, je pense, intelligent de la part de Nespresso, c'était de prendre évidemment des codes du luxe, puisque c'est comme ça qu'on considère notre café, un produit de luxe, et d'utiliser finalement ces codes, et Georges Clooney qui va jusqu'à se prêter au jeu en disant que le café Nespresso est plus désirable que lui. Donc ça, c'était en fait, c'était l'ironie, c'était l'humour, c'était l'autodérision qui a été peut-être aussi très impactante dans cette campagne. C'est qu'une qui est peut-être rare chez les grandes marques du luxe. Oui, mais c'est aussi l'ambition, quoi. C'est aussi l'intention qu'on a derrière, quoi. Et l'intention, c'est de dire on veut faire quelque chose de très grand, quoi. Et si l'ambition, c'est une audace dans l'entreprise ? L'ambition, c'est une audace ou ça devrait être a priori faire partie des valeurs écoutez, de conquête. On va prendre le marché du café, d'accord ? On boit du café tous les ans, quasiment tout le monde boit du café. On en boit depuis le XVIIe siècle. Et depuis le XVIIe siècle, toutes les marques de café et on voit bien l'industrie, les bars, n'ont eu qu'une cesse, c'était de baisser la qualité du café, pour faire en sorte qu'à la fin, le café soit plus rentable et qu'on finisse par le boire comme de l'eau avec de la caféine, comme une boisson caféinée. Et ce que Nespresso fait là-dedans, arrive et dit on ne va plus boire du café comme de l'eau, mais comme du vin. Il y a 600 arômes volatiles dans le vin, il y en a 900 dans le café, il n'y a pas de raison qu'on soit moins bien considéré. Donc ça, c'est de l'audace. Et partir au départ en se disant qu'on va révolutionner un monde qui est existant depuis le XVIIe siècle, encore une fois, sur un produit de grande consommation, ça, je pense que c'est de l'audace. Et pour ça, il fallait de l'ambition. Et l'ambition, elle est à tout niveau. Elle est à la fois sur la manière dont on cultive le café et l'énergie qu'on met sur le terrain. On travaille avec 60 000 fermiers aujourd'hui, on en aura 80 000 d'ici 2 ou 3 ans, on les connaît tous par leur nom. Et on travaille avec eux sur le terrain au quotidien. Pour ça, il faut avoir de l'ambition. Ils n'avaient jamais vu personne d'autre que nous. Donc oui, de l'ambition, il y en a à tous les niveaux, à la fois sur la culture du café, jusqu'à la manière dont on s'exprime, c'est-à-dire l'esthétique avec laquelle on s'exprime, parce qu'on croit aussi que le beau rend le monde meilleur, et qu'on croit que si un produit est bon, s'il est beau, et qu'en plus ce qu'on fait est bien, alors du coup, on peut obtenir des résultats très impressionnants. D'accord. Donc ambition et audace liées de manière évidente. Béatrice Kozowski, pour durer, IBM existe depuis 1911. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Moi, je l'ai découvert en préparant ce débat. Je ne m'en rendais pas compte. 1911 dans le monde et 1914 en France. Voilà. Première filiale créée en dehors des États-Unis. Bon, alors, pour durer depuis 1911, est-ce que IBM a dû faire preuve d'audace ou est-ce qu'au contraire, il a fallu à un moment donné gérer ce paquebot avec de la prudence, de la douceur, de la sensibilité? Qu'est-ce que c'est la clé du succès quand on existe depuis plus d'un siècle? Et est-ce que ça passe par l'audace? Alors, effectivement, c'est fondamentalement de l'audace d'avoir perduré pendant un siècle dans une industrie qui est très impitoyable, véritablement. Il a fallu se réinventer à de multiples reprises, investir énormément dans l'innovation. Et je dirais, là, de s'engager avec le niveau de motivation qu'on a sur le deuxième centenaire, c'est aussi une preuve d'audace. Juste, ce que je pense qui est intéressant dans notre secteur d'activité, on est vraiment typiquement dans un monde où l'attitude de ne pas être audacieux, de ne pas prendre de risques, est plus dangereuse que d'en prendre. Voilà, je pense que si je veux commencer par la conclusion, ce serait vraiment ça mon message. Donc, beaucoup de nos concurrents, au fil de ces 100 ans, ont disparu, ont été rachetés, ce qui montre, et il y a beaucoup de nouveaux entrants aussi, donc ce qui montre le niveau d'exigence dans cette industrie. Le premier point, il est fondamentalement sur l'innovation. Donc, nous, l'audace que l'on a eue, c'est de toujours investir sur l'innovation, même dans les moments de crise. 6 milliards de dollars dans notre budget recherche. On a eu plus de 76 000 brevets depuis 100 ans. Et ça, c'est vraiment dans notre ADN.
Ça a permis d'avoir un impact très important pour le monde, hein, que ce soit le système de réservation aérien, dans le monde aérien pour Sabre, que ce soit le code barre, que ce soit d'avoir permis de contribuer au programme Apollo, et aujourd'hui l'informatique cognitive avec Watson. Donc ça, je dirais que la première dimension de l'audace, elle est vraiment sur l'innovation. La deuxième, et vraiment pour illustrer la prise de risque, c'est que nous nous sommes rendus compte que ce qui était fondamental pour nos clients et pour les faire évoluer, c'est d'avoir des solutions et du service. Et nous étions une société de matériel. Dans les années 90, on faisait 80% de notre chiffre d'affaires dans le matériel. Aujourd'hui, on fait 100 milliards, 90% dans le service et les logiciels. Et ce que l'on a fait, on a poursuivi une stratégie de valeur au détriment du volume. On a désinvesti pour 15 milliards d'activités, que ce soit les imprimantes, que ce soit par exemple les serveurs Intel que nous avions. Donc on a vendu ces activités et on est allé acquérir 150 sociétés pour 42 milliards. Donc vous voyez, là il y a vraiment une démarche très résolue d'aller cibler des entreprises qui représentent la valeur d'aujourd'hui et de demain, que ce soit dans le cloud, le big data, l'analytics, les réseaux sociaux, la mobilité, la sécurité. Donc là, il faut quand même être visionnaire. On prend des risques, c'est évident, on prend des risques, et puis on récupère des actifs, il faut les valoriser, des personnes qu'il faut intégrer au mieux. Donc ça, je dirais que c'est vraiment une orientation fondamentale pour nous. La troisième chose, c'est une réinvention au niveau de notre modèle d'alliance. On a pu reprocher à un moment donné à IBM d'être un petit peu propriétaire. On a fait là un changement de braquet extrêmement important. Qu'est-ce que ça veut dire reprocher d'être propriétaire? Ça veut dire d'avoir des équipements qui en fait ne communiquent pas et ne permettent pas de s'interfacer avec des solutions d'autres ou de nos concurrents ou d'autres partenaires. Oui, donc là, il y a eu bien sûr un virage absolu sur le sujet, avec notamment beaucoup d'actifs et d'éléments de notre propriété intellectuelle qui ont été mis gratuitement à disposition de la communauté, l'open community sur open source et tout type de communauté, je dirais, pour les développeurs. On a un programme très actif, très agressif pour les startups, en leur mettant à disposition tout notre catalogue de logiciels pour les encourager. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et des alliances avec des entreprises que nous jugeons particulièrement innovantes, des alliances qui ont surprise, hein. Apple, c'est vrai qu'on n'imaginait pas IBM et Apple, mais ça nous paraît majeur de nous associer avec ce genre de marque dans le domaine de la mobilité. Et encore récemment, la semaine dernière, Twitter, qui est aussi pour certains une surprise, mais pour nous vraiment le type d'alliance que nous recherchons, parce que ça va permettre, en utilisant toute notre capacité d'analytique, dans toutes les données de Twitter, d'aller faire ressortir les tendances sur les attentes et les comportements d'achat, en fait, par exemple. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Alors, Dominique Lévy-Saragosi, vous êtes au contact des marques, vous réfléchissez avec elles, vous scrutez et vous interrogez aussi les consommateurs pour comprendre leurs attentes. D'abord, est-ce que d'après vous, les marques que vous connaissez, avec qui vous travaillez, sont audacieuses, un peu audacieuses, suffisamment audacieuses? Est-ce que vous leur conseillez d'être audacieuses? Est-ce que finalement, être audacieux, c'est toujours une manne ou pas forcément? Ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. D'abord, il y a un élément de contexte que vous avez mentionné, Valérie, au début, et qui me paraît extrêmement important. Il y a une anecdote qui résume assez bien ça. Il paraît que Barack Obama a décidé de toujours porter les mêmes vêtements pour ne plus avoir à décider chaque jour de ce qu'il va mettre. Alors pourquoi je vous parle de Barack Obama et de ses costumes pour commencer? Parce qu'en fait, ce à quoi toutes les marques sont confrontées, c'est notre fatigue face à tous les stimuli qu'elles nous envoient et qui nous enjoignent de faire des choix. Si vous comptez, chaque jour, il y a quelques centaines de marques qui s'adressent à vous et qui vous disent « choisissez-moi ». C'est ça le contexte. Le contexte, c'est un contexte de saturation, c'est un contexte de fragmentation où on a plein de toutes petites choses qui circulent. Et donc, pour les marques, ça veut dire que l'enjeu, c'est d'arriver à vous capter, à vous convaincre et à le faire de manière suffisamment pertinente. Je vais revenir sur ce mot pour que cette captation, ensuite, elle dure et qu'elle ne soit pas obligée de vous rappeler tous les matins en vous disant « coucou, j'existe ». C'est ça le problème. Donc, est-ce que pour autant, les marques sont audacieuses? Pas toutes. Est-ce qu'elles doivent toutes l'être? Non. Voilà, on va déjà commencer par des réponses simples. Pourquoi, par exemple? Alors, pourquoi elles ne le sont pas toutes? Non, pourquoi elles ne doivent pas l'être toutes, d'après vous? Parce que je pense qu'il y a des confusions parfois entre le fait de faire de l'impact et le fait d'avoir de l'audace.
il y a quelque chose à quoi, je crois, nous, on est tous très attachés quand on travaille sur les marques, c'est d'abord la problématique de la pertinence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire un truc qui se voit, il s'agit de faire un truc qui a du sens et qui se voit. Donc, confondre l'audace et la transgression, confondre l'audace et le fait de casser des codes, confondre l'audace et le fait de choquer, ce qu'ont fait un certain nombre de marques au fil du temps, ça n'est pas toujours pertinent. Ça peut l'être, mais ça n'est pas toujours pertinent. Donc, toutes les marques n'ont pas besoin d'audace. Certaines marques ont besoin de vous rassurer. Certaines marques ont besoin de vous réconforter. Certaines marques ont besoin de vous dire le contraire de ça. Alors parfois, c'est très audacieux d'être rassurant dans un monde où on passe son temps à être inquiété, mais il faut pas confondre les expressions audacieuses et l'ambition dont parlait Arnaud il y a un instant, qui là peut être la forme de l'expression d'une audace, mais pas nécessairement s'exprimer, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, de façon audacieuse. Donc la première chose, c'est arriver à comprendre le contexte, ce qui veut dire qu'on ne peut pas, à mon sens, être audacieux si on n'a pas compris à qui on s'adresse, dans quel univers de référence on est, si on n'a pas un peu de culture. C'est là encore ce que vous racontiez, c'est-à-dire qu'on ne comprend l'audace de Nespresso que si on sait ce qu'est le marché du café avant. On ne casse pas les codes si on ne les connaît pas. On ne propose pas quelque chose de nouveau si on ne sait pas ce qui existe. On est audacieux si on est au service d'une conviction et d'une ambition. Et l'ambition des marques, normalement, c'est de se mettre le plus possible au service des consommateurs, parce que c'est ça la relation qu'elles essayent de construire. Et puis ensuite, il faut adapter les comportements et les moyens à ça. Je pense que ce qui est souvent problématique aujourd'hui, c'est le rapport au temps, puisque beaucoup de marques essayent d'avoir une expression, une ambition qui réussissent très rapidement. Et c'est une des choses qui n'a pas été dite, je vais arrêter de parler de Nespresso, mais c'est une chose qui a été dite par Béatrice pour le coup et que Nespresso pourrait revendiquer aussi, ça prend du temps. C'est-à-dire que si Nespresso avait été jugé sur son retour sur investissement sur un semestre, voire sur 3 ans, je ne sais pas si vous seriez l'histoire magnifique qu'on se raconte aujourd'hui, non seulement dans toutes les écoles de commerce, mais aussi que nous-mêmes nous racontons quand on veut expliquer comment on construit quelque chose. Et la société dans laquelle, les sociétés avec lesquelles nous travaillons et la société, l'économie dans laquelle on est une économie de la rapidité. Donc ça, c'est un frein, je pense, majeur à l'audace réelle. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, l'audace a aussi besoin de s'installer confortablement. Alors, Oliviero Toscani, vous avez transformé vraiment la façon de communiquer. Je vais dire qu'il y a un avant et un après, avec ces images chocs dont vous avez été l'inspirateur. Est-ce que pour vous, vous qualifiez quand vous avez pensé ces campagnes, est-ce que vous vous qualifiez de provocateur ou d'audacieux ? Qu'est-ce qui vous correspond le mieux ? C'est la provocation ou l'audace ? Ou est-ce que finalement c'est un faux débat ? Déjà, penser que le nom provocation a une connotation négative, je trouve que ça annule l'audace. Je me trouve ici avec des présidents, vice-présidents de grandes entreprises. Je ne sais pas ce que j'ai fait ici. C'est déjà très audacieux d'être ici, parler avec des gens qui parlent de milliards, d'investissements folles et tout ça, qui ont la possibilité de prendre George Clooney pour vendre du café. Je trouve ça pas audacieux du tout. On paye une star très cher, on lui attache une marque. Ça, c'est de l'audace. Peut-être si Clooney aurait fait la publicité de Tampax, j'aurais trouvé audacieux. Mais pour un café, ce n'est pas audacieux. Excusez-moi, mais je trouve... Voilà, alors, quand on parle avec les entreprises, j'ai toujours la sensation de parler avec M. Hyde et Jekyll. Ils sont très audacieux, mais dès qu'ils s'assoient à leur chaise, ils ont peur. Il faut être sûr. Il faut programmer. Bien, si vous voulez le succès, écoutez très bien ce que tous les recherches du marketing disent, tout ce qu'ils recherchent pour avoir du succès, et faites exactement le contraire. Autrement, vous n'aurez jamais le succès, parce que le succès, George Clooney, c'est un grand succès quand même. Non, mais le succès, quand on parle d'audace, ici on parle de succès économique. L'audace n'amène pas seulement à un succès économique, amène aussi à une gratification humaine, d'essayer à vivre la vie et pas attendre que de mourir. Il y a deux possibilités, ou vous êtes
occupé à naître, à vivre, ou vous êtes occupé à attendre à mourir. C'est Bob Dylan qui a fait une chanson sur ça, je n'ai rien inventé. Mais c'est vrai ça. Alors l'audace, c'est une chose très normale. On a besoin de ça. Et bien sûr, les entreprises ont peur. Et bien sûr, je comprends qu'il y a un enjeu qui est très... Un enjeu important de responsabilité des chefs d'entreprise, c'est sûr. Il y a les profits. Et les profits n'aident pas l'audace. Parce que, alors, pour avoir les profits, il faut chercher les consensus. Et les consensus, ce n'est pas de l'audace, mais c'est de la médiocrité. Est-ce que Benetton a fait beaucoup de profits avec les campagnes que vous avez faites? Ah oui, je crois que oui. Donc l'audace et le profit sont compatibles. Mais ce n'était pas mon problème. Vous savez, non, ce n'était pas mon problème faire les profits. Mon problème, c'est faire de la communication. Alors, je vous dis, le succès, ce n'est pas seulement une chose économique, ce n'est pas seulement la finance. Hein, il y a des gens très riches qui sont très tristes. Ils n'ont rien fait de leur vie et sont seulement riches. Alors, si on cherche du consensus, on va vers la médiocrité. Et la sécurité ne peut pas être créative. On ne peut pas être créatif et être sûr de quand on fait quelque chose, on est sûr. Bien, ça va être médiocre. Ça va être quelque chose qui a déjà été fait. Clooney a fait des films, autrement, s'ils étaient porteurs à la gare de Lyon, personne ne voudrait Clooney. Alors vous exploitez un succès fait sur autre chose. Excusez-moi, monsieur Nespresso, mais je suis très fâché avec Nespresso parce qu'ils ont volé les cafés à l'Italie maintenant. Ils ont chippé les cafés. On nous a volé la pizza, les Américains, maintenant les Suisses ont inventé l'espresso. Ça, je déteste. Alors, quand même, la seule chose vraiment audacieuse qu'ils ont fait, c'est voler aux Napolitains. C'est pas facile. Alors, on ne peut pas programmer. L'audace a besoin d'un état de pas contrôle. Il faut être vraiment soi-même. Et si on est soi-même, on est unique et on peut faire quelque chose d'audacieux que personne d'autre peut faire ou a jamais fait. Et bien sûr, Madame dit, il ne faut pas choquer, il ne faut pas provoquer. Mais qu'est-ce que c'est la raison de l'art? J'ai absolument c'est pas provoquer l'intérêt, c'est pas provoquer une place différente, après, hein. Provoquer la possibilité de voir des choses d'un point de vue différent. Provoquer, c'est un mot fantastique. Si vous ne provoquez pas, laissez tomber votre vie. Vous devez provoquer l'amour, vous devez provoquer l'intérêt, vous devez provoquer votre vie tout le temps. Demandez-vous, est-ce que je suis assez intéressant ou pas? Moi, je suis un des types qui suit le marketing. Depuis qu'on a inventé ce nom, c'était la ruine. Même de l'économie, je trouve. Alors, bien sûr, les pouvoirs ont toujours eu besoin de l'art, de la communication. Et l'art, c'est simplement l'expression plus haute de la communication. Qu'est-ce que c'est la peinture, la sculpture? C'est de la communication. Et là, le pouvoir a toujours eu besoin de la communication pour s'imposer. Et la communication, l'art, a toujours eu besoin du pouvoir pour pouvoir s'exprimer. Alors, il y a bien sûr un rapport très étroit, c'est pour ça que peut-être je suis là, entre l'artiste, excusez-moi si je parle artiste, mais seulement pour vous faire comprendre d'une façon simple. Une fois, c'était la religion qui avait besoin de l'art. Hein? La politique a besoin de l'art, de la communication. Ils n'ont pas besoin de l'art, ils ont besoin de la communication. Ce n'est pas vraiment de l'art. La religion a utilisé la communication au niveau vraiment artistique. Quand on pense pour les Renaissances, tout ça, c'était des gens qui travaillaient. Caravaggio, c'est sodomiste, il ne croyait pas en Dieu, mais il a peint les plus belles vierges jamais faites. Alors, il ne croyait pas.
mais il croyait à la beauté de la femme. Alors, il y a un rapport très étroit entre l'art, la communication et l'entreprise. Mais je vous dis, c'est très, très difficile. Les entreprises, bien sûr, je ne veux pas généraliser, il y a des individus dans les entreprises qui ont une vision, mais dès qu'ils se mettent trois ensemble, c'est fini. Ça commence à médiocriser. Il faut plaire à tout le monde. Exactement comme ça arrive malheureusement avec l'architecture. Il faut plaire à toutes les commissions, à tous et à la fin, l'architecture, c'est médiocre. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut avoir l'audace de dire, bien, je ne te plais pas bien, je m'en fous, je suis ce que je suis. D'accord. Alors, Arnaud Deschamps, la parole est à la défense, parce que là... Est-ce que vous avez vraiment volé le café au Napolitain? Est-ce que on a compris que c'était un farouche italien, Oliviero, et qu'il avait peut-être été blessé de certaines choses, de la puissance et du succès de Nespresso. Mais blague à part, comment vous réagissez à ce qu'il dit? Non, mais bon, il est dans son rôle de provocation et il est venu pour ça et il y arrive très bien. C'est pas une insulte, ça. Non, pas du tout. Non, mais laissez-moi répondre. Non, ce qui est intéressant, et là où l'audace, justement, peut, de mon point de vue, peut être différente de la manière dont elle s'exprime à travers M. Oliviero, c'est par rapport à cette notion de profit, par exemple. Et là, on voit bien que chez Nespresso, aujourd'hui, pour nous, faire du profit, c'est pas manquer d'audace, quoi. Et quand on lance un nouveau produit, qu'on fait un certain nombre de choses, on a un certain nombre d'intentions, et qu'on arrive à créer du plaisir pour des consommateurs, de l'emploi pour des collaborateurs, un nouvel avenir pour des fermiers sur le terrain, on est dans ce qu'on appelle la création de valeur partagée. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un manque d'audace que d'avoir un consensus en termes de création de valeur partagée. Aujourd'hui, le monde, il n'est plus dans une personne qui s'exprime tout seul et les autres disent est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est pas de l'art. Le monde aujourd'hui, il est dans aussi la coopération, la co-construction, et c'est pas parce qu'on co-construit avec quelqu'un qu'on est forcément dans un consensus mou qui ne crée pas de valeur. Nous, chez Nespresso, on est convaincus, et moi-même personnellement, je suis convaincu qu'on peut co-construire avec la société civile, avec un grand nombre de partenaires, ici et dans d'autres pays, et créer un monde différent pour demain qui va créer énormément de valeur pour les individus. Je peux vous assurer que quand on est arrivé au Sud-Soudan, après 21 ans de guerre civile, quand on est arrivé là-bas, les fermiers ils pensaient qu'on venait pour les tuer. D'accord ? Et quand on est arrivé là-bas, on a d'abord dû se faire accepter. Et puis ensuite, on a recréé une économie. On est en train de recréer une économie au Sud-Soudan. Parce que le café, là-bas, il est excellent, il pousse à l'état sauvage. Parce que ça fait 21 ans que les fermiers sont partis à la guerre. Et ils reviennent, et nous, on est là pour les accueillir, et on leur dit, et si on inventait un monde de demain ? Et quand on les voit maintenant, quand on va sur le terrain, parce qu'on fait des gros investissements là-bas, ils nous disent « aidez-nous ». Et ça, c'est de la création de valeur partagée. Et c'est pas de la provocation. Et alors, bon, on parlait de Georges Clooney. Normalement, je réponds jamais aux une attaque par une attaque, mais faire de la provocation pour vendre des pulls, je sais pas où est la création de valeur. Après, attention, parce que la provocation, elle peut être constructive, elle peut être constitutive de quelque chose de positif pour l'ensemble de la société. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand on parle d'audace de marque, on parle d'audace de marque, mais aussi d'entreprise. C'est-à-dire, derrière les marques, il y a des entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est quand l'expression de la marque se traduit par quelque chose d'humain, de quelque chose de partagé par des individus. Si c'est juste de faire une pub hyper provocante qui n'a aucun lien avec rien du tout, bon, ok. Moi, dans mon entreprise, et malheureusement, j'en ai encore, mais de moins en moins, et puis je croise beaucoup de gens qui font de la provocation. On a tout ça. Oui, moi, je vais vous provoquer un peu, monsieur Deschamps, je vais me faire l'avocat du diable. Bon, ok, ça, on peut faire. Mais ce que j'aime mieux, c'est quand on me dit, j'ai quelque chose à vous proposer. Je pense qu'on peut faire ça. Je pense qu'on peut inventer ce monde-là. Ça, c'est intéressant, parce qu'on est dans la proposition de quelque chose qui est constitutif d'une action. Je ne veux pas opposer l'action et l'art, évidemment, mais simplement, ce qui me semble important, c'est de construire une société où tous ensemble on peut faire quelque chose. Si à chaque fois que je parle à quelqu'un, j'ai peur de tomber dans un consensus mou, alors à ce moment-là, il vaut mieux rester tout seul chez soi et faire des photos provocantes. Après, le consensus... Valérie, j'aimerais bien aussi répondre parce que j'étais un peu heurtée par cette vision de l'entreprise que l'on a entendue. Moi, je ne me reconnais pas du tout. Ça fait plus de 20 ans que je travaille. Il n'y a pas de consensus mou chez vous. Vous êtes pas. Non, mais dès que vous êtes trois, vous n'êtes pas. C'est bien de se poser les questions, mais sur la gratification humaine, je veux dire tout le développement d'une entreprise. Et alors, vous imaginez, au bout de 100 ans, c'est vraiment une très très grosse aventure humaine. Avec voilà, beaucoup d'énergie, de motivation, de travail d'équipe. Quand on prend le risque d'investir $1 milliard pour construire
un ordinateur Watson qui va essayer de se mettre à la place du cerveau humain pour dépasser des défis que toutes les plus grandes sommités contre le cancer ne peuvent pas régler pour essayer de sauver des vies humaines, ben moi je vais vous dire, je suis ravie de ça, je suis très fière et je me dis qu'on a peut-être une chance d'améliorer le futur de l'humanité. Donc voilà le genre d'enjeu sur lequel on se bat avec l'innovation. Donc je trouve que c'est un petit peu frustrant de dire qu'il n'y a pas de gratification humaine et que c'est qu'une affaire de profit, une affaire économique. La deuxième chose, non, c'est pas la sécurité. On serait ravis d'avoir la sécurité. On est dans l'inconfort constant. Nous, notre devise, c'est que la croissance ne coexiste pas avec la zone de confort. Donc on est tout le temps en dehors de notre zone de confort. Alors je vais vous dire, c'est anxiogène, mais c'est notre vie d'aujourd'hui. Il faut s'adapter et on essaye d'ailleurs de vraiment développer les compétences de nos collaborateurs, de tous les jeunes qui nous entourent sur cette adaptabilité. Mais je défie quiconque de dire qu'on est dans la sécurité, la certitude. Quand vous faites un investissement ou quand vous vous lancez dans un projet, personne ne connaît la ligne d'arrivée, même si on essaye de mettre sous contrôle. Et le consensus, c'est comme si on était lobotomisé et qu'on ne discutait pas, qu'on ne débattait pas dans l'entreprise, avec nos clients, avec nos écosystèmes. Tous les outils digitaux, tout est collaboratif. Vous avez explosé les hiérarchies, les structures. C'est l'expression libre. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de discussion, pas d'ouverture. On se fait challenger en permanence. Donc c'est pas le consensus. Voilà. À un moment, on peut chercher le consensus, mais c'est pas. Je pense que ce serait intéressant d'ailleurs de reprendre à un moment donné. Je vais laisser la parole au panel. Peut-être un petit mot à Dominique si elle veut répondre, mais si vous avez envie. Non, moi, et ensuite, je vais laisser la parole au panel. Je vais essayer de proposer un consensus, c'est-à-dire que. Voilà. Puisque c'est une synthèse. Une synthèse. Mais il y a un débat entre le commerce et l'art. Le commerce a besoin de l'art, l'art a peut-être besoin du commerce à certains moments, mais là on est en train de parler de comment on fait du commerce ou comment on met de l'audace dans le commerce, si vous ne voulez pas du mot de marketing. L'art est une communication, la communication n'est pas toujours de l'art, donc je crois que nous ne sommes pas exactement sur les mêmes sujets. J'ajouterais qu'on a ici une démonstration du fait que la provocation provoque effectivement de l'intelligence et des réactions, donc c'est pas si mal. Très bien. Bravo, belle synthèse. Alors, les étudiants Voilà, je vous laisse la parole pour les questions. Bonjour, je m'appelle Lucie Châtenay, je suis étudiante à Paris 1 en Master 2 de communication politique et sociale et j'aurais une question pour Arnaud Deschamps. Donc, vous avez fait du café un produit de luxe et j'ai l'impression que c'est une tendance qu'on observe régulièrement en ce moment. Je vois par exemple des marques d'eau qui font de l'eau un produit de luxe, des bouteilles d'eau à 60 €, enfin, ça me paraît quand même assez incroyable. Est-ce que vous pensez que c'est possible de transformer n'importe quel produit en produit de luxe et surtout, est-ce que c'est souhaitable pour tous les produits ? Bon, la réponse c'est non. Moi, je pense que, d'ailleurs, je crois pas. Enfin, on pourrait demander dans la salle, mais je pense pas qu'il y ait énormément de marques qui aient réussi à devenir une marque de luxe uniquement à travers de l'esthétique ou du packaging. Enfin, je sais pas si vous avez des exemples en tête. En tous les cas, nous, en ce qui nous concerne, Nespresso, c'était encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le café s'était banalisé en fait, et c'était dommage parce qu'il a un potentiel important. Et nous, simplement, on a voulu le déguster autrement, et on a travaillé comme le font les marques de luxe, c'est-à-dire à développer une expertise à la fois dans la matière première, parce qu'on a 250 agronomes sur le terrain qui font en sorte chaque jour d'aider les caféiculteurs à faire un café de meilleure qualité. Et puis derrière, on a des nez exactement dans le parfum, des gens, ou pour le vin, des maîtres de chez qui sont capables de faire des assemblages et de proposer des crus de café qui séduisent des consommateurs. Je ne pense pas non plus qu'il faille partir du principe que les consommateurs ne sont pas intelligents, quoi. Je pense que globalement, on est tous des gens intelligents, et chez Nespresso, on a beaucoup de respect à la fois pour ceux qui nous achètent et ceux qui ne nous achètent pas. Aujourd'hui, ce qui fait que Nespresso s'est imposé comme le luxe de tous ceux qui aiment le café, c'est parce qu'il y a une réalité de produit, une réalité d'expertise, une réalité d'expérience qui fait que même les Italiens aujourd'hui ont un Nespresso chez eux. Et du coup, je trouve Attention, que... ne le provoquez pas trop, hein, parce que... Non, c'est parce que c'est ce qu'il m'a dit pendant qu'on attendait c'était pas une provocation. Donc c'est intéressant parce que derrière, je veux dire, à partir du moment, enfin, on est tous des gens avisés, quoi. On sait bien qu'on ne peut pas transformer un mauvais produit avec du packaging en un bon produit, pas dans la durée. On peut tromper pendant peut-être quelques semaines, mais globalement, les gens sont intelligents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Nespresso s'est imposé comme un produit de luxe, c'est pas Georges Clooney. Georges Clooney, c'est un accélérateur de notoriété, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, Nespresso est perçu comme un produit de luxe, c'est qu'on a développé les mêmes qualités humaines, d'expertise, de valeur sur le terrain.
voilà, je sais pas, pour vous donner un exemple, on vient de lancer un programme de plantation de 10 millions d'arbres pour régénérer des écosystèmes, pour faire en sorte que la qualité de notre café s'améliore. Est-ce que c'est du luxe de faire ça? Est-ce que c'est du packaging? Est-ce que c'est de l'esthétique? Non. Maintenant, il ne faut pas opposer l'expertise et le travail de fond avec l'esthétique. Vous savez, souvent, quand on voit des mannequins très beaux, on dit « oui, mais ils doivent être bêtes ». Non, on peut être beau et intelligent, donc il ne faut pas opposer ça. Et nous, on fait des choses de fond chez Nespresso parce qu'on croit qu'il faut que ce qu'on fasse ait du sens et de la portée, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on fait des choses bien qu'on ne peut pas être beau. Et c'est comme quand vous allez dans un restaurant 3 étoiles Michelin, vous vous attendez à ce que vous dégustiez soit divin, mais vous attendez quand même à être servi dans des couverts dignes de ce nom, il y avait un maître d'hôtel qui s'exprime correctement, et c'est pas parce que si vous allez dîner chez Ducasse et que vous dînez quelque chose d'excellent, il se dit pas comme c'est excellent, du coup j'ai pas besoin de faire attention à la présentation. Non, c'est un tout. Et puis le monde devient, je pense, ça gagne à être plus beau, quoi. On n'est pas condamné à être moche, quoi. Alors une autre question du panel. Le panel, on vous écoute. Alors, les étudiants, pas de questions? Si, vous avez des questions. Alors, on y va. Bonjour, je m'appelle Mathilde Niassia, je suis étudiante en 3e année à l'ISEG Marketing et Communication. J'avais une question pour Monsieur Olivero Toscani. Vous avez dit qu'il fallait provoquer pour être audacieux. J'aurais souhaité savoir pourquoi avoir choisi ces sujets sensibles lors de vos nombreuses campagnes, à savoir le sida, les condamnés à mort et toutes les autres. Il ne faut pas provoquer pour avoir attention. Il faut faire quelque chose qui va provoquer un intérêt. C'est différent. Alors, à la place de George Clooney, je pense que les gens ont besoin de savoir ce qui sont les grands problèmes de leur vie. C'est tout simple que ça. Alors, bien sûr, pour faire ça dans le monde de la publicité, c'était nouveau. Mais si vous prenez un journal, vous ouvrez le journal, et à droite, vous avez les nouvelles de toutes les guerres, toutes les atrocités, toutes les nouvelles, ce qui se passe dans le monde. Et à gauche, vous avez M. Clooney qui vous donne du café. Est-ce que c'est de l'audace? Je trouve que c'est un peu audacieux, ça. Je trouve complètement le contraire de l'audace. Pas seulement George Clooney, excusez-moi, je parle parce que monsieur a volé le café au Napolitain. Mais il y a Chanel, il y a la grande voiture de luxe, il y a Mercedes. Et on ouvre et tout est normal. Mais pour moi, tout c'est des news. Ça me raconte qu'est-ce que c'est le monde. Moi, j'ai pris simplement la photo de la page de gauche et je l'ai mis à droite. Et tout le monde s'est choqué. Mais seulement parce qu'ils ont fait une petite réflexion où je me mets vers ce qui se passe dans le monde, où je suis. Là, est-ce que la consommation, la production, qui sont deux activités très importantes pour l'humanité, produire, c'est travailler, et consommer, c'est la culture. Hein? La production et la consommation, est-ce qu'ils ont... Moi, je parle d'hommes de communication, c'est ça mon travail. Je ne fais pas de milliards, je fais de la communication. Est-ce qu'ils se posent la question, qu'est-ce qui intéresse vraiment les gens? C'est M. Clooney qui boit du café ou c'est le sida? Est-ce que les jeunes sont plus intéressés à ça, au luxe ou à des choses plus humaines? Alors ça, c'est choquant. Moi, je dois dire que c'est drôle quand même. Hein? Après 30 ans, on est là encore à parler de mes photos. On ne parle pas de Nespresso. On ne parle pas de Chanel. On ne parle pas de Volkswagen. On ne parle pas d'IBM. À toucher personne. À pas provoquer un intérêt humain. Alors là, c'est très difficile à gérer, bien sûr. Pour une grande entreprise, commencer à rentrer dans une telle façon de penser, analyser un tel rapport entre la production, la consommation et la vie, l'homme, l'humanité,
c'est très difficile. C'est sûrement pas le marketing qui fait ça. Le marketing veut seulement avoir du profit. Il peut seulement regarder en arrière. Mais les futurs, c'est simplement l'imagination. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas qui va te dire qu'est-ce que ça va être le futur. Alors moi, je suis là, je pense. Et en plus, j'ai le temps parce que je ne suis pas... Comment ça s'appelle ? Je ne perds pas mon temps devant un moniteur toute la journée à penser, à regarder, comme tous les jeunes font. Ils connaissent tous les présents, ils connaissent tous les passés, mais ils n'ont plus le temps pour imaginer le futur. Alors, en faisant de la communication, on se pose des problèmes. Mais est-ce qu'on continue pour faire vendre, il faut acheter des grandes stars, lui mettre les produits dans la main, et c'est ça le système? Est-ce que ça, c'est de l'audace? C'est exactement le contraire de l'audace. Oliviero Toscani. Mais est-ce que vous pensez que toutes vos publicités et toutes vos campagnes ont été vraiment audacieuses, ou est-ce que vous avez aussi travaillé avec des marques et des entreprises pour faire des campagnes, juste des campagnes, quoi, et pas forcément à chaque fois pousser vos valeurs ou vos convictions à fond? Vous savez, l'audace, c'est comme la créativité. On dit, moi, je suis un créatif. C'est un idiot, quelqu'un dit, je suis un créatif. La créativité, c'est une conséquence d'un travail fait d'une certaine façon, en imaginant quelque chose qui peut être intéressant. L'audace, pareil. Moi, je me suis retrouvé avec, bien sûr, aussi avec Benetton. À la fin, des gens disent, c'est très audacieux ce que tu fais, mais je n'ai même pas pensé que c'était audacieux. Tu ne peux pas programmer l'audace. Déjà, si tu programmes l'audace, ce n'est pas de l'audace. Bien sûr. Ce n'est pas programmable. Ça, c'est de la hypocrisie. Alors, on est en pleine hypocrisie ici. On parle de milliards, on parle d'ici. Bien sûr, vous faites des choses intéressantes, mais je vous crois. Mais pas intéressante, essentielle. Non, mais plus. C'est trop pour moi. Hein, IBM, c'est trop. Pour moi, je ne peux même pas penser. Je suis un être humain tout seul là. IBM, mamma mia. Déjà, les noms, ça me fait peur. Vous devriez vous détendre, venir nous voir, et vous seriez très surpris de la culture de Voici. Vous êtes invité. Voilà, je vous invite et vous me direz ce que vous pensez de Oliviero vos interactions. va avoir beaucoup d'invitations à la fin de ce débat, je pense. Ou pas. Alors, une autre question. Bonjour. Ça marche. Pardon. Guilbault Natacha, donc étudiante à Paris 1 en communication politique et sociale. J'ai une question pour Madame Lévy-Saragosi. Dans une intervention, vous nommiez 5 indicateurs pour les marques: confiance, innovation, valeur, interaction et présence. Est-ce que pour vous, le DES est un autre indicateur où il est au fond, il s'intègre aux 5? Ce n'est pas des indicateurs à proprement parler pour les marques. C'est l'étude à laquelle vous faites allusion. C'est une étude où on essayait de comprendre comment mesurer l'influence qu'ont les marques. Et encore, je le redis, les marques font du commerce. Hein, d'accord ? Donc, moi, je pense qu'on pourrait avoir un long débat pour savoir en quoi c'est la mission de Benetton de présenter les malheurs du monde ou de sensibiliser ses consommateurs à un certain nombre de problèmes. C'est un choix. C'est un choix qui a sûrement une raison d'être, mais c'est un choix. Donc l'influence, nous, on l'a définie effectivement à travers un certain nombre de questions, et on constate qu'il y a plusieurs façons de parler aux consommateurs. Il y en a plein, il n'y en a pas une. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de s'imaginer qu'on va plaire à tout le monde ou qu'on va intéresser tout le monde. Ça, c'est le contraire de l'intelligence. Et ces 5 indicateurs sont des façons un petit peu de segmenter les comportements possibles. L'audace, c'est un petit peu transversal. Et en fait, c'est assez paradoxal de parler d'audace, parce qu'on le voit très bien dans le débat qu'on a. On confond l'audace, la provocation, l'innovation, l'engagement, l'ambition. Voilà. Alors si l'audace, c'est d'avoir une vision et de ne pas avoir la même que tout le monde de préférence, d'essayer de se projeter vers l'avenir et de croire qu'on a raison, je pense que les entreprises le font. Et elles le font pas toutes seules, dans un écosystème qui est plus ou moins compliqué. Les artistes le font d'une manière radicalement différente. Effectivement, ça ne se programme pas. Par contre, ça peut s'inhiber très très bien. On peut très très bien inhiber l'audace. On peut très très bien poser les questions qui font que les gens perçoivent davantage les dangers que les opportunités, confondent le risque et le danger, se sentent seuls et ont peur, tout simplement.
Donc non, ça n'est pas un indicateur, ça n'est pas quelque chose qui se mesure. Si je vous demande d'évaluer l'audace sur des échelles en comparant des trucs, j'en suis incapable, vous en êtes incapable, et précisément, c'est dans ce qui n'est pas mesuré et mesurable. Maintenant, juste un petit mot pour la défense du marketing, puisque j'ai l'impression depuis tout à l'heure qu'on est en train d'expliquer que c'est un gros mot, et comme vous êtes étudiante en communication, vous en marketing, etc., peut-être que je vous rassure un tout petit peu sur votre avenir. Le marketing, ça ne consiste pas à regarder ce qui s'est déjà fait pour essayer de faire la même chose. Ça ne consiste pas à être bête, ça ne consiste pas à être suiviste. Ça consiste à écouter pour comprendre et ensuite décider ce qu'on va dire. Mais on décide ce qu'on va dire en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on veut, pas en fonction de ce que les autres ont envie d'entendre de vous. C'est comme dans la vie. Vous écoutez les gens que vous avez envie de séduire. Ça ne veut pas dire que vous devenez l'image du désir que vous croyez qu'ils ont de vous. Le marketing, c'est pareil. C'est pas un gros mot, c'est pas une technique manipulatoire, c'est pas une horreur, c'est juste une façon d'écouter. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on dépassionne un petit peu. Nous ne sommes pas des vendeurs de manipulation, ni les uns ni les autres, et on peut discuter longuement de ce qu'il y a de manipulatoire ou de non manipulatoire dans le fait de choquer pour attirer l'attention. Ça sera ma réponse. Merci Dominique. Bonjour à tous, je m'appelle Clément, je suis en 3e année de chef de projet événementiel à ICFAC Bachelor. Pardon ? Je suis en 3e année de chef de projet événementiel à ICFAC Bachelor. Voilà. C'est le... Madame Kozowski, vous avez parlé d'innovation technologique, notamment avec la machine qui recrée le cerveau humain. Est-ce que vous pensez que l'audace doit obligatoirement passer par cette innovation technologique, justement ? C'est un fondement, effectivement, dans notre secteur d'activité. Il y a d'autres façons d'innover par le business model, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais si on regarde, nous, sur ces 100 ans, c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui a fait que l'on a perduré, que l'on s'est développé, etc. Et en fait, l'innovation est vraiment dans nos valeurs. Nos valeurs sont l'une des rares choses qui n'a jamais changé. On s'est réinventé 50 fois. Mais nos valeurs sont restées immuables et ça nous paraît donc un pilier extrêmement fondateur. Et dans nos valeurs, donc, il y a le succès de nos clients, il y a l'innovation qui compte, qui a du sens. Donc ça, c'est très important justement parce que c'est à relier avec notre mission qui est Be Essential. Voilà, donc en fait, ce n'est pas l'innovation pour l'innovation ou l'innovation, je dirais, artificielle ou superficielle, c'est une innovation qui va faire avancer, faire progresser l'humanité d'une façon ou d'une autre. Et la troisième valeur, elle est sur la responsabilisation dans toutes les relations. Donc en fait, pour nous, effectivement, on met beaucoup d'argent dans la recherche, 6 milliards par an, on a plus de 25 laboratoires dans le monde entier. Ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution de notre activité recherche, où on a mis des laboratoires, par exemple en Afrique, ou dans d'autres continents, pour essayer d'être au plus près des problématiques qui sont pertinentes, par exemple, sur ces continents. Donc, l'activité recherche aussi a une très grosse évolution. Le fait, comme Arnaud le disait, le fait aussi de s'ouvrir pour travailler avec nos clients, pour essayer de résoudre des problématiques très complexes. Donc, en joignant nos forces, voilà, c'est ce qui a permis à Rio de Janeiro, par exemple, de pouvoir maintenant anticiper quand il y a des glissements de terrain à cause des pluies torrentielles. Maintenant, on est capable de l'anticiper 2 jours avant, donc on sait évacuer les populations dans les favelas et éviter qu'il y ait des morts, ce qui était jusqu'à présent impossible, parce qu'avant, ils n'avaient l'information, même en mettant les meilleurs experts, ils n'avaient l'information que 2 heures avant, donc vous imaginez, c'était une catastrophe. Voilà, donc l'innovation, elle doit vraiment servir ce genre de cause, elle doit aider les entreprises à créer de la valeur. Alors, dans cette transformation numérique, c'est extrêmement important. Ce que l'on fait en fait chaque année, c'est qu'on essaye aussi de partager avec nos clients et le grand public les axes qui nous paraissent vraiment des vecteurs d'innovation à travailler. Donc, par exemple, la révolution dans le monde de l'éducation en utilisant les technologies pour avoir un enseignement hyper personnalisé. Le fait de pouvoir mettre à disposition pour les médecins une aide au diagnostic et l'utilisation, le recours en fait à notre ADN personnel pour les soigner. Donc il y a toute une série, si vous voulez, d'axes comme ça
qui touche directement les particuliers et les citoyens dans cette logique de progrès. Voilà. Merci beaucoup. Juste pour reparler effectivement des étudiants qui sont là, qui étudient le marketing, il y a pas que, mais voilà, le marketing nous intéresse tous. Est-ce que c'est, bon, pour peut-être être un peu plus, peut-être dans un peu moins d'hypocrisie, est-ce que c'est pas vrai quand même que au départ, dans le marketing, il y a cette idée du consommateur et donc de plaire au consommateur, et qu'il faut, pour plaire au consommateur, trouver des méthodes pour essayer de recueillir cette chose précieuse qui est la vie du consommateur. Donc, on fait beaucoup d'études, on fait des réunions avec des consommateurs et on leur demande de tester des choses et de réagir par rapport à des produits ou par rapport à des campagnes. Est-ce que, par exemple, si Oliviero Toscani avait fait tester ses campagnes très provocantes, est-ce que le panel d'utilisateurs aurait réagi de manière positive? C'est-à-dire qu'il y a quand même des outils qui... Je comprends aussi la crainte que peuvent avoir certains, c'est qu'il y a des outils qui sont au service d'essayer d'écouter et de plaire au plus grand nombre. Donc, est-ce que l'entreprise ne doit pas, derrière, avoir une vision qui transcende un peu ces outils marketing de base pour imprimer quelque chose qui va plus loin? La réponse est dans la question. Le marketing, si on se réfère à une définition quasi académique, c'est essayer de faire correspondre l'offre et la demande. Bon, on ne va pas se raconter d'histoire. Ce que toutes les entreprises veulent faire, c'est trouver des gens qui ont envie d'elles, qui ont envie de leur acheter leurs produits, leurs services. Alors, il y en a qui choisissent de le faire de manière très consensuelle. En général, ça ne marche pas. Et ça marche de moins en moins. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez au début, Valérie, on a des consommateurs qui sont des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui savent décrypter, qui ont envie ou pas envie de s'exprimer, mais qui en tout cas peuvent le faire. D'ailleurs, on a de moins en moins besoin de poser de questions. On a de plus en plus de réponses qui sont adressées soit très directement, spontanément aux marques, soit qui sont postées sur les réseaux sociaux, soit des gens qui nous écrivent tout simplement pour nous raconter ce qu'ils ont envie de nous dire. Donc, le fait que le consommateur soit conscient qu'il a une valeur pour les entreprises, et ça, on l'entend tous les jours et dans tous les domaines, est une chose. Le fait que les entreprises soient conscientes que le consommateur a une valeur en est une autre. À partir de là, on a deux hypothèses. Il y en a une qui fonctionne très bien quand on a effectivement des individus et des intentions et des valeurs très fortes dans les entreprises, qui est de se dire « je suis le meilleur juge de ce qui est bon pour moi et j'avance ». Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a énormément de décisions qui sont prises sans test, et heureusement, parce que sinon, je pense qu'on arriverait à des choses qui seraient, pour le coup, probablement beaucoup trop lisses, qui sont prises sans test et qui fonctionnent. Et puis, il ne faut pas se raconter non plus trop de trucs. Tout le monde ne vend pas des produits où tout le monde n'a pas une différenciation innée. Quand vous vendez du jambon ou de la purée, pour parler du quotidien, arrivez à comprendre comment les mères de famille donnent à manger à leurs enfants, quels sont leurs problèmes, comment vous pouvez arriver à leur raconter un truc pertinent, si vous pouvez développer des produits qui sont un peu différents et qui, oui, bien sûr, vont vous aider à être plus achetés, mais aussi répondre à un besoin, eh ben, c'est la vie. Voilà. Donc, on peut le faire malhonnêtement, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. On peut mentir, il y a un proverbe qui dit qu'on peut mentir une fois à beaucoup de gens, mais on ne peut pas mentir beaucoup de fois à peu de gens. On ne peut pas mentir longtemps, c'est ce que disait Arnaud. On peut pas. Le marketing ne sauve pas les mauvaises intentions, il ne sauve pas les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, il ne sauve pas les produits qui n'ont pas de raison d'être. Il peut aider des gens qui n'ont pas ou qui ont des problématiques de différenciation à être plus pertinents. J'ajoute qu'aujourd'hui, ne pas écouter la demande, ça devient, dans un grand nombre de sujets, et notamment dans les biens de grande consommation, problématique parce que les consommateurs ne comprennent pas pourquoi on n'entend pas tout ce qu'ils disent. Bon, alors après, pour en revenir à la campagne Benetton, bien évidemment, si on l'avait testé, on aurait été stupide. Ce genre de choses ne se teste pas. Pourquoi ? Parce que c'est une intention qui a quelque chose à voir avec l'art et avec l'envie qu'avaient, je suppose, M. Toscani et Benetton d'exprimer quelque chose, que si nous on l'avait testé, on aurait été chercher quoi ? Si c'est un rapport avec Benetton, si c'est un rapport avec la marque, si c'est susceptible de faire vendre. Mais c'était juste pas ça l'objectif. L'objectif était de prendre la parole, et de prendre la parole d'une manière qui a plus à voir, je pense, avec l'art, en tout cas dans l'intention et dans la démarche, qu'avec strictement le commerce. Notre boulot, c'est pas de tester tout et n'importe quoi. C'est aussi de dire, eh ben ça, si vous croyez que vous avez raison de le faire, faites-le. Mais je vous redis que nous sommes confrontés à quelques centaines ou à quelques milliers de propositions par jour. Et qu'il y a des gens derrière qui travaillent pour élaborer ces propositions. Alors les aider à ce qu'elles aient une chance de réussir, bon... J'aurais une question complémentaire à Arnaud et Béatrice avant de redonner la parole au panel. C'est est-ce que finalement,
Facebook, Twitter, enfin, n'ont pas complètement révolutionné tout ça, les réseaux sociaux d'une manière générale? Et est-ce que les choses ne se passent pas en dehors de vous, parfois malgré vous, sur les réseaux sociaux, où les consommateurs entre eux communiquent et se font leurs recommandations? Et est-ce que tout ça n'a pas changé cette espèce de verticalité qu'il y avait entre les marques et le consommateur, qu'on pouvait tester, le marketing pouvait essayer, et essaye toujours, et le fait très souvent avec talent, il faut bien le reconnaître, de positionner une marque et d'essayer de le faire bien. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé de fondamental dans les communications de tout le monde et qui rend obsolète la façon de penser de communication et de marketing classique? Non, ce qui a changé, c'est que tout d'un coup, c'est les entreprises qui ont dû changer, parce que les gens, ils parlaient déjà entre eux, tous. Mais c'est lisible pour tout le monde maintenant. Ouais, c'est ça, d'accord, mais bon, ils en parlaient entre eux. Je veux dire, le bouche à oreille, ça a toujours existé, quoi. Donc positif, négatif, donc tout ça a toujours fonctionné. Simplement, à un moment donné, je me rappelle au tout début, on disait, ouais, mais si on va sur les réseaux sociaux, les gens, ils vont commencer à dire ce qu'ils pensent de nous. Je dis, mais, oui, mais ils le disent déjà, ce qu'ils pensent de nous, sauf que nous, on ne le voyait pas. Donc c'est simplement ça, c'est qu'il a fallu accepter quelque part cette ouverture. Mais ces discussions, elles existaient déjà. Nous, avec Nespresso, quand on s'est lancé, on était en direct avec les consommateurs depuis le départ. Et donc, du coup, ils nous disaient en permanence ce qu'ils pensaient de nous. Et ça nous aidait énormément, d'ailleurs, à voir tout ce qu'il fallait améliorer. Et on se sert encore de ça. Après, effectivement, le fait de mettre... Le monde est devenu beaucoup plus transparent. On ne peut plus rien cacher du tout. Et ça a été une prise de conscience pour tout le monde et qui est salutaire, d'une certaine façon. Parce que ça permet vraiment de dire... de ne pas vivre dans l'illusion que les choses peuvent être cachées, en tous les cas. Pas vivre dans l'illusion que si on fait quelque chose de pas correct, ou en tous les cas pas apprécié, que les gens ne vont pas en parler. Évidemment, ils en parlaient déjà, en revanche. Ça, je ne pense pas que ça ait changé vraiment. Je ne pense pas que le monde il est complètement changé. Simplement, ça se fait de manière plus proactive. Par exemple, les demandes sur l'écologie, sur le recyclage des capsules, en ce qui me concerne, sur le développement durable, c'est des choses que les consommateurs interviennent et peuvent être des fois très... Mais ça c'est très important. Violent, c'est très important parce qu'on avait déjà des remarques, par exemple, sur le recyclage avant que les gens s'expriment sur les réseaux sociaux. Et ça n'a pas changé. Alors, là où c'est intéressant, et je vais faire le parallèle avec ça, parce que on est... Donc le marketing, donc nous, Nespresso, on s'exprime face à un public et ce public, tout d'un coup, émet des réserves sur l'écologie. Et en interne, chez nous, les gens disent, nous, on veut faire les choses correctement, évidemment. Les consommateurs émettent un certain nombre de réserves sur ce dossier-là. Comment on peut faire pour plus être polluant, entre guillemets, quoi. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, mais pourquoi on ne peut pas recycler les métaux ? Pourquoi ? Parce que la capsule, ça interpelle, mais le papier, la feuille d'alu, la barquette en alu, ou n'importe quoi, un clou, comment on fait pour recycler aujourd'hui ? Donc avec Nespresso, on est allé dans des centres de tri, et on s'est dit, mais pourquoi on ne peut pas recycler les métaux ? Et en fait, on s'est rendu compte que la technologie existait, parce que dès le premier centre de tri, on a parlé avec un opérateur qui nous a parlé des machines à courant de Foucault qui permettent de trier tous les métaux non ferreux. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en mettant un électroaimant avant le courant de Foucault, on récupérait les métaux ferreux. Je vous passe tout le détail, mais on est 6 ans après notre démarrage à ce niveau-là. Et les équipes Nespresso qui travaillent sur le recyclage des capsules, aujourd'hui, sont en train de faire en sorte que dans très peu de temps, et dès le début de l'année en région parisienne, dans 1 ou 2 départements, on recyclera plus, on n'enfouira plus de métaux en France. Donc nous, on part d'une interaction avec des consommateurs qui nous disent « Nous, on apprécierait encore plus votre café si la capsule est rentrée dans une économie circulaire ». Et nous, on se renseigne et on a des équipes qui disent si on veut arriver à recycler la capsule Nespresso, il faut qu'on puisse recycler tous les métaux qui sont produits et consommés en France. Si ça, c'est pas de l'audace, c'est du marketing et c'est de l'audace. Et pour tous les jeunes qui sont là dans la salle, c'est ça que vous aurez à faire dans les entreprises. C'est-à-dire que vous allez communiquer. Communiquer, c'est toujours dans les deux sens. Vous émettez des messages et puis vous en recevez. Et à partir de ça, vous allez construire le monde de demain. Et vous allez être confronté à des choses. Et vous allez pouvoir faire les choses. Vous allez pouvoir... Il y a des gens chez Nespresso France qui sont en train de faire en sorte qu'on n'enfouisse plus, on n'incinère plus des métaux. Il y a des gens qui travaillent chez Nespresso qui sont en train de travailler au Soudan pour faire en sorte qu'on puisse redonner une économie à des fermiers qui reviennent de la guerre. On est en train de tester un modèle de retraite en Colombie parce qu'en Colombie, les fermiers, ils travaillent jusqu'à ce qu'ils meurent. Et donc, on a créé on teste un modèle de retraite avec Fairtrade International et on a de nos collaborateurs, donc parmi vous, il y a peut-être des futurs collaborateurs Nespresso qui vont travailler sur ces dossiers-là. On est en train de dire en France qu'on ne sait pas comment seront financées nos retraites, et nous, on est en train de créer un fonds de retraite
en Colombie, avec Fairtrade International, pour que les fermiers, s'ils ont un accident de la vie, ou quand ils veulent prendre leur retraite, s'ils veulent transmettre, qu'ils puissent transmettre leur ferme dans des conditions acceptables pour leurs enfants, et pas travailler jusqu'à ce qu'ils décèdent. Ça, c'est de l'audace de faire ça. Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire quand vous rejoindrez l'entreprise. Valérie, par rapport à votre question sur les réseaux sociaux, donc tout d'abord, ce qui est possible maintenant avec les technologies que l'on a, des algorithmes assez poussés, des analyses sémantiques, c'est bien sûr de savoir en temps réel et en screenant de façon extrêmement vaste les tendances, les attentes, les réactions, les inquiétudes et surtout les signaux faibles, c'est-à-dire ce que l'on ne sait pas qu'on va aller chercher, mais qui sont des indications extrêmement importantes pour les entreprises pour prendre des décisions. Ce qui a changé, c'est que l'exigence des consommateurs est phénoménale parce que maintenant, le délai de tolérance, c'est 5 minutes pour une marque, pour répondre à un consommateur qui pose une question, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur une application mobile. Donc ça veut dire qu'il faut que les entreprises et les marques se mettent en situation de pouvoir satisfaire. Il y a des opportunités extraordinaires parce qu'on voit que 80% des consommateurs sont favorables au fait d'avoir des interactions de communication et commerciale avec les marques sur la mobilité et sur les réseaux sociaux. Donc il y a une demande. En revanche, ils sont très vigilants sur l'aspect sécurité. Ils disent « moi je veux bien, si c'est très personnalisé, ça va être pertinent, donc faites-moi des offres, communiquez avec moi ». En revanche, si vous ne gérez pas bien mes données, alors là, vous pouvez être certain que je ne serai pas fidèle et je vais vous laisser tomber. Donc on voit bien que ça a quand même énormément intensifié le degré d'exigence, toutes les opportunités, et puis bien sûr la vigilance sur cette partie de sécurité et de protection. Oliviero Toscani, est-ce que vous êtes un fan des réseaux sociaux ou un fan? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça vous intéresse ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, est-ce que voilà? Et quel est votre avis par rapport à ça? Oui, un microphone. Je me sens un peu insulté. Être considéré un consommateur comme premier jugement de moi. Vous parlez des gens comme des consommateurs, vous parlez comme les papes. Nous faisons ça, nous sommes là, nous sommes ici, nous... Mais moi, je suis moi seul, tout simple, mais libre. Libre, excusez-moi. Non, mais je ne vous ai pas interrompu. Et en plus, vous êtes beaucoup, moi je suis tout seul. Alors, je trouve que déjà, ces conceptions d'aller chercher le minimum commun dénominateur de la stupidité humaine et appeler les gens des consommateurs, je trouve que ce n'est pas l'audace, c'est de l'absurdité, c'est pas social. Alors il faut faire attention à ça. Je trouve qu'il y a un grand problème là. Il y a un très grand problème social. Moi, je ne veux pas être considéré un consommateur. Et je ne veux pas que mes amis, les êtres humains, soient considérés des consommateurs. Alors je pars sur ces principes. Et si vous considérez les gens des consommateurs, je trouve que vous devrez être jugés. Et Benetton les considère comme quoi? Non, mais Benetton... Non, ce qui est fou, c'est... Oui, la question de Dominique est intéressante. Vous êtes des consommateurs. Non, rien d'autre. Vous devez consommer, vous devez acheter parce que le marketing a décidé que vous, peut-être, en regardant le luxe, en pensant d'être luxueux, en buvant du café ou je ne sais pas quoi, de IBM, alors vous appartenez à un strato social, à une classification sociale plus luxueuse et vous... Ah, mais c'est incroyable tout ça. Dominique. Je voudrais répondre. Parce que 2 minutes quand même. D'abord, je ne crois pas que Benetton parle des gens comme autre chose que pour vous-même. Que de gens et de consommateurs. Alors, je parle pour moi. Je n'ai jamais dit que les gens n'étaient que des consommateurs. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Non, pas du tout. Dr. Jekyll, s'il vous plaît. Je trouve insultant qu'une marque, pour me vendre des pulls, me montre des images du sida. Est-ce que j'ai le droit de vous dire ça, Monsieur Toscano? J'ai jamais compris ce que vous faisiez. Et j'ai toujours trouvé particulièrement peu respectueux de mes convictions et de mon intégrité de citoyen qu'une marque s'arroge le droit de décider de ce que je devais, moi, penser de la religion, de la guerre, du sida, et utilise des images pour me vendre des pulls. Alors basta. Mais vous avez raison.
Mais il y a, vous provoquez, mais vous obtenez des réactions. Mais il y a liberté d'expression aussi. Mais il y a liberté d'expression. Et le marketing, ce n'est pas la liberté d'expression. Mais si, c'est là Non. que vous vous trompez. Non. Il y a liberté d'expression Vous et considérez intention les de gens vente. des consommateurs, c'est abominable. Je pense Alors Arnaud, et puis après on va redonner la parole. Vous avez raison, du panel il et vaut de la mieux salle. penser que quand on parle aux gens, on s'adresse à leur stupidité qu'à leur intelligence. J'ai bien entendu ce que vous aviez dit. C'est là, je crois, que nous divergeons. Je pense que quand on écoute les gens, on ne les rend pas médiocres. On fait confiance à leur Ils ne intelligence. sont pas médiocres. C'est ça, ils ne sont pas médiocres et ils ne sont pas des consommateurs. Ce sont des gens qui pensent, ils comprennent, ils savent que c'est les vrais problèmes, de quels problèmes ils sont entourés aujourd'hui. Oh, bien sûr. Et je trouve que tous ces côtés recherche du marché, marketing, c'est vraiment... il va y avoir un jour un procès de Nuremberg, tous ceux qu'ils ont fait, des grandes marques, tous les milliards qu'ils ont investis pour une communication abominable, pour toutes ces campagnes qu'ils ont seulement poussé les gens. On a beaucoup plus, on a beaucoup plus de pouvoir si on achète cette voiture ou si on s'habille d'une certaine façon. Mais c'est incroyable. Nous avons un tout ça. révolutionnaire dans la salle. Alors, peut-être les étudiants du panel, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on passe à la salle et est-ce qu'on ouvre les questions à la salle? Non, moi ici, il n'y aura de procès de personne, je vous le garantis. Je n'aime pas ça. Moi, je voudrais quand même qu'on encourage la vocation des étudiants à travailler. Je peux vous dire que tous les jours, je pense que tous les gens qui vont travailler se posent des questions sur les valeurs, sur la finalité de ce qu'ils font. Donc, je suis très gênée qu'on oppose le monopole de la bonne pensée, la réflexion philosophique, l'art, l'entreprise. Ça me paraît hyper caricatural, hyper éloigné de la réalité. Et je peux vous dire que c'est pas comme ça qu'on vit au quotidien, qu'on soit jeune ou âgé. Voilà, donc surtout soyez fiers de votre vocation, ne vous inquiétez pas, on prend des risques, on a beaucoup de plaisir, c'est difficile, mais on construit de très belles choses. Et d'ailleurs, je pense que les étudiants qui sont ici se sentent comme des personnes libres, sauf si... Voilà. Est-ce qu'on ouvre les questions à la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer? Est-ce qu'il y a, parmi les étudiants du panel, peut-être encore une dernière question? Moi, je vois très mal, hein, je dois vous dire, avec les spots. Je vois rien du tout, donc voilà, il y a un monsieur. Je vais essayer de parler fort pour avoir le micro. Je suis patron d'une agence de communication. C'est mal. Je travaille au sein de notre syndicat professionnel et je voudrais parler de ce que nous avons mis en France en place depuis le Grenelle de l'environnement qui s'appelle l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Le problème que nous avions, c'était de mettre en place des moyens pour que les citoyens consommateurs puissent réagir, réguler, adresser les marques et leurs publicités de façon à ce qu'on ne soit pas dans ce débat. Parce que ce débat, il est tout à fait passionnant. Mais il montre une ancienne école, désolé monsieur, c'est juste créativement une vision artistique du métier de la publicité qui était de dire nous avons le droit sur les murs de la ville et sur tous les écrans parce que nous avons de l'argent, nous avons le droit de nous exprimer quitte à choquer, à bouleverser et à créer un phénomène en France qui est que 73% des Français ne croient pas le discours des entreprises et que des gens comme à la mairie de Grenoble décident de supprimer la publicité. Devant cet état de fait, nous avons travaillé sur les moyens mis en œuvre pour que les citoyens puissent réagir, débattre avec les ONG, les associations, etc. Donc je pense moi que la co-construction, la coopération sont nécessaires pour que les messages qui sont véhiculés par les entreprises qui nous emploient aussi puissent fonctionner dans une société apaisée. Quelle est votre question? Il n'y avait pas de question en fait. D'accord. D'accord, ok. Il y avait une instance de régulation professionnelle que c'est quand même hyper intéressant d'aller regarder. Ça s'appelle l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Qu'on a mis voilà, on a mis des textes et des moyens de façon à sortir de ce débat qui, je trouve, est assez clivant. Merci pour ça. Non, mais ce qui est clivant, c'est la question, c'est est-ce que pour avoir d'audace, il faut nécessairement être tout seul ou alors est-ce qu'on peut le faire à plusieurs, quoi.
dans les entreprises, ce sont comme dans la vie civile, en fait, hein, on a un certain nombre de gens à dire on s'ennuie tout seul chez nous et on a plutôt envie de parler avec quelqu'un et on pense qu'en coopérant avec un certain nombre de gens, on va pouvoir créer de la valeur et on peut être audacieux comme ça. Donc, et moi, je crois qu'on peut construire un monde ensemble, quoi. Et dans les entreprises, c'est ce qui se passe. Mais alors là, on a un débat qui est un petit peu parce que évidemment, monsieur est dans son rôle de provocateur et j'espère que vous n'êtes pas prisonnier d'ailleurs de ce rôle, parce que vous avez l'air un peu stressé quand même. Mais dans les entreprises, nous, on s'amuse aussi beaucoup. Et là, on le ressent pas beaucoup, mais on s'amuse aussi énormément. On fait des choses utiles ou pas utiles, je sais pas, mais on prend beaucoup de plaisir à échanger ensemble. Et c'est dommage que ça ressorte pas beaucoup ici. Ben voilà, ça c'était dit. On s'amuse chez Nespresso. Des questions à la salle? Oui. Alors attendez, il y a des gens qui sont chargés de vous distribuer les micros parce que sinon ça va être là. Marie-Hélène Jaffresse, je voulais simplement, je travaille pour une société de franchise et donc avec un grand intérêt pour les marques, la communication, le marketing. Mais depuis le début de vos interventions, je me pose la question sur la définition de l'audace. Très juste. Parce que j'aimerais connaître la définition de l'audace pour chacun d'entre vous, parce que pour moi, l'audace, c'est quelque chose qui forcément, quelque part, peut mettre une entreprise en danger, avec tout le risque que ça comprend, parce que Monsieur Toscani, effectivement, je reconnais que l'audace, c'est quelque chose de très personnel et qui est une vision personnelle, qui ne s'associe pas forcément avec le danger que veulent prendre toutes les entreprises, parce que j'avoue que lorsque Benetton a fait sa campagne avec cette mise en danger par rapport à l'initiative de M. Toscani, je suis très reconnaissante de cette prise de risque, parce qu'elle n'est pas évidente, et je ne suis pas sûre que toutes les entreprises soient prêtes à prendre ce risque. Et quand j'entends M. Deschamps parler de l'audace, quant au recyclage, etc., je pense qu'on n'est pas du tout sur le même mode d'audace. Donc j'aimerais connaître la définition de l'audace pour chacun d'entre vous et la prise de risque des entreprises par rapport à cette définition de l'audace. Bonne question, parce que c'est effectivement, on a vu que beaucoup de choses, c'est un peu ce que Dominique disait tout à l'heure, beaucoup de choses se mélangent avec cette question d'audace. Alors, qui commence sa définition? On essaie d'être bref pour Alors que moi, je peux commencer en faisant ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire en vous disant ce que disent les Français quand on leur demande ce que c'est que l'audace. D'accord ? Puisque c'est le truc bête. Mais il y a effectivement tout de suite, on va pas. Il y a deux notions. Il y a la notion de risque et la notion d'engagement qui coexistent à peu près dans des proportions égales. Et effectivement, pour une entreprise, l'audace, ça peut être de s'engager, d'investir, comme le disait Béatrice, de déployer des projets. Et puis, il y a cette notion de prise de risque. Je pense que selon qu'on parle de projet d'entreprise ou de communication, par exemple, on va mettre le curseur à des endroits extrêmement différents. Et ce qui est très problématique, c'est, la gestion du risque et la gestion de l'échec dans un grand nombre d'entreprises. Et 2, la confusion qui n'est pas seulement dans les entreprises, mais qu'on retrouve aussi dans à peu près tous les cercles, entre le risque et le danger. Prendre un risque et se mettre en danger, c'est pas exactement la même chose. On va pas, voilà. Donc la définition de l'audace, c'est un mélange de c'est très corrélé au courage. Donc il y a à la fois la notion de s'engager, y compris physiquement, et la notion de prendre un risque, c'est-à-dire c'est de s'engager dans quelque chose dont l'issue n'est pas certaine. Je ne sais pas si ça vous paraît réconcilié. Une autre définition, Arnaud, Béatrice, Oui, Olivier. moi j'aime beaucoup la définition de Cédric Villani qui dit pour faire des choses importantes, il faut se mettre en position de vulnérabilité. Donc moi je me reconnais bien là-dedans. Il y a une force motrice extrêmement positive. Une des caractéristiques pour moi très importantes de l'audace, c'est que ça se travaille. Donc ce n'est pas quelque chose d'inné qu'on a ou qu'on n'a pas, ça se travaille. Et donc on a une responsabilité de créer une culture qui favorise, qui encourage l'audace. Donc ça, c'est au niveau managérial. Et tout un travail, je dirais, d'éducation, qui est un chantier infini, on va dire, avec les jeunes qui nous rejoignent, nos enfants dans les écoles, pour vraiment leur donner envie d'être audacieux. Olivier Roux, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais... Non, mais je trouve que je suis un peu... on ne peut pas vraiment être audacieux en groupe. Il y a un dans le groupe qui a l'audace et le reste, il suit. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas parler au pluriel. Parce que, excusez-moi, mais c'est drôle, on parle d'audace et on parle di marketing. C'est un controsenso nei termini.
C'est un contresens dans les termes. On parle des marques et des entreprises. donc Marketing, forcément, voilà. marketing, système du La marketing marque, c'est et la partie audace. émergée de l'iceberg. Hein. Oui, Regardez. non, mais je ne suis pas contre les entreprises. Je dis, vous dites c'est du commerce. Mais qu'est-ce que c'est pas du commerce? Vendre un livre, c'est du commerce. Vendre un journal, c'est du commerce. C'est tout du commerce. On vit du commerce. Non, on est là sur les marchés. Les marchés, c'est très important. Mais il faut aussi voir où l'humanité voudrait aller et pas la tenir dans des conditions, on fait des recherches du marché et on analyse seulement ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer. Mais moi, je peux rêver d'une autre société, je peux imaginer une meilleure société. Et d'ailleurs, c'est comme ça, un jour, on va être finalement civilisé. Je suis sûr de ça. Un jour, on va être finalement civilisé. Et je trouve que tout le système du marketing, ce n'est pas vraiment de la civilisation. C'est de l'exploitation des gens qui doivent consommer. Alors l'audace, c'est aller contre, c'est vivre, être vivant. En fait, l'audace, c'est être contre le système. C'est être vivant. On a une voix dedans qui nous parle. Il faut l'entendre, il faut l'écouter. Elle nous dit certaines choses, on n'a pas le courage. Alors l'audace, peut-être, c'est simplement écouter cette voix. Très bien. Arnaud, votre définition? Non, mais allez-y. Arnaud n'a pas donné sa... Pardon. Bah, surtout, Arnaud n'a pas donné sa définition, mais oui, bon. on laisse Arnaud. Il faut laisser la parole. Allez-y, donnez votre définition. Je vous en prie. Bon, moi, je voulais juste intervenir à Didier Pitlet de Moons Factory sur la teneur, effectivement, du discours qui oppose marque et entreprise. Ce type de débat, effectivement, il existe depuis la nuit des temps. Or, ce qui a été formidable ce matin, c'est que j'ai découvert l'entreprise Nespresso. C'est-à-dire l'aventure humaine, ce que vous mettiez en avant. Donc, est-ce que la vraie audace, c'est pas maintenant que les entreprises apprennent à parler d'elles-mêmes en totale transparence, à exprimer leurs valeurs humaines, à consacrer une partie des budgets qu'elles mettent sur des plans marketing, etc., à valoriser encore plus cette aventure humaine, quand on pense qu'en France, 75% des jeunes diplômés veulent quitter la France parce qu'ils estiment que les entreprises ne leur font pas confiance. Ce discours sur vos initiatives au Soudan, sur le recyclage, etc., peut redonner de la confiance. Est-ce que l'audace, ce n'est pas en priorité de prendre le chemin de l'espoir? C'est ma question. Arnaud Deschamps. Je vous remercie infiniment parce que c'est exactement ce que j'essaie de véhiculer. C'est-à-dire que quand on parle, et c'est pour ça qu'on parlait de marketing, et quand on parle de marque, on parle d'entreprise derrière. Et moi, je pense qu'il faut une cohérence entre la marque et l'entreprise. C'est-à-dire la manière dont la marque se livre, s'exprime face à ses consommateurs, elle doit avoir une résonance en interne. S'il n'y a pas de cohérence, à long terme, on n'est pas capable de faire ça. Et de plus en plus, je pense que ce que les consommateurs attendent, et ça ne veut pas dire qu'on considère que les gens ne sont que des consommateurs, évidemment, mais ce que des consommateurs attendent, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les produits, quelles sont les intentions des gens qui sont derrière, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et comment ils co-construisent dans une relation ouverte avec les autres le monde de demain. Et la notion de commerce, en ça, c'est également une relation. Le commerce, c'est une relation. On ne va pas dire que le commerce, c'est pas bien. Évidemment qu'on a besoin de commercer. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et de plus en plus, et c'est aussi pour ça que je suis là, c'est aussi pour dire, derrière les marques, il y a des entreprises, il y a des gens comme vous et moi qui travaillons et qui pouvons faire des choses avec audace. Et ça, c'est, à mon avis, ce sera intéressant. Je vous remercie pour... Je ne pense pas que j'ai rajouté énormément de choses par rapport à ce que vous avez dit, mais en tous les cas, j'étais tellement content que vous le disiez que... Moi, j'ai une question pour Béatrice. Donc, en tant que chef d'entreprise et femme, est-ce que vous pensez qu'à ces postes-là, on a besoin d'être plus audacieux quand on est une femme? La réponse est oui. Alors moi, je vais vous dire, quand j'ai fait mes études, en même temps, j'ai monté une société de marketing direct que j'ai gérée pendant 6 ans, qui s'est plantée. Donc c'est quelque chose, on met toute son énergie, tout son cœur. Et ce que j'ai toujours été extrêmement fascinée par cette expérience. Je ne l'ai jamais regrettée, même si il y a eu des conséquences, même sur le plan financier personnel, difficiles. Hein.
Et je me suis dit, c'est vrai que l'audace, déjà, c'est quelque chose, il faut le faire de façon très personnelle, mais je reste convaincue qu'il faut absolument aller chercher ce que l'on cible, indépendamment des dangers, des risques, etc. D'accord ? Ce qui est intéressant quand on discute avec les jeunes femmes, moi je suis personnellement la mentor de plus de 36 femmes. Je suis très impliquée dans cette initiative parce que même si on a fait beaucoup de progrès dans les entreprises, il y a encore des tas de choses à faire. Et une des choses importantes, c'est pour les jeunes femmes de savoir ce qu'elles ont envie de faire et puis de l'exprimer. Et souvent, on voit qu'il y a encore quelques inhibitions, soit aller dire clairement ce que l'on veut, etc. Moi, je me souviens chez IBM, je vais vous dire, mon premier poste de manager, je l'ai demandé. J'arrivais de congé maternité avec 2 bébés, 2 petites filles sur les bras. J'étais peut-être pas à ce moment-là pressentie comme étant la candidate number one parce que tout le monde disait « Ah non, mais c'est une jeune maman ». Et ce qui est extraordinaire, c'est la confiance qui est faite à la personne. Et voilà. Et je vais vous dire, j'ai été extrêmement encouragée tout au long de ces années par des messages d'audace aussi venant d'hommes. Et donc, moi, c'est ce que j'essaye de partager avec toutes les jeunes femmes pour vraiment prendre leur destin entre leurs mains. Les organisations font des choses. Il y a des tas de politiques très importantes pour encourager cette diversité, qui est juste le reflet de la société et le meilleur moyen d'être créatif, ça c'est clair. Mais il y a aussi la responsabilité de la personne de prendre son destin entre les mains et de savoir ce qu'on veut aller chercher, d'aller chercher. Merci pour cette question. Oui, bonjour à tous. Je suis là. J'aimerais réagir. Je suis au milieu. Voilà. Je suis un peu petit, mais j'y peux rien. Vous pouvez vous lever et en même temps, on vous verra, ce sera sympathique. Oui. Bonjour. En fait, j'aimerais réagir par rapport à peut-être le problème fondamental ici dans tout ce débat. C'est la définition même de l'entreprise classique et de sa vision de l'audace, enfin de son rapport par rapport à l'audace. Je vais essayer de ne pas être long. Alors ce que je vais dire là, ceux qui ont lu Mohamed Younous, prix Nobel de la paix en 2006, vont certainement le reconnaître. Donc il définit donc l'entreprise classique comme une entreprise dont le premier objectif... On n'a pas beaucoup de temps, est-ce que vous pouvez aller à une question et précise ? De maximiser le profit. Mohamed Younous cherche à mettre en place un nouveau mode de business, le social business, donc qui plaçait l'humain au cœur de la société. Ah, tiens, bonjour. Vous pouvez arrêter la caméra, s'il vous plaît. Est-ce que finalement l'audace, et là je m'arrête là, est-ce que l'audace finalement ce serait pas de replacer le curseur de maximisation du profit par rapport aux entreprises classiques vers un aspect plus humain, savoir faire un monde meilleur, quoi, tout simplement. Et là, je rejoins Monsieur Toscani, que j'ai admiré par ailleurs par ses interventions. Merci. Est-ce que l'entreprise peut aider à faire un monde meilleur ou est-ce qu'au contraire, elle freine cet accès au monde meilleur ? Moi, je trouve que l'entreprise doit faire du profit. Mais il y a différentes façons de faire du profit. Ce n'est pas une seule façon de faire du profit. Ce n'est pas exploiter les consommateurs seulement. Parce qu'à la fin, bien sûr, on fait des actions humaines au Congo, en Afrique, mais qui paye ça à la fin? C'est les consommateurs. Si on ne vend pas les produits, on ne peut pas faire les actions humaines. Et à la fin, je peux vous dire que tout ça est calculé par l'entreprise. Ce n'est pas qu'on donne facilement comme ça parce qu'on est comment dit-on, des bienfaiteurs, philanthropes. Les entreprises ne doivent pas être philanthropes, doivent faire les cerveaux humains. Je ne suis pas d'accord quand même. S'ils veulent faire les cerveaux humains pour le futur, comme si on n'était pas suffisant ici pour être suffisant, bien qu'ils fassent, ils doivent faire des recherches, ils doivent faire que nous pouvons vivre d'une façon meilleure avec tous les produits qu'ils puissent produire. Mais la façon de communiquer tout ça, je trouve, doit changer. Parce que bien sûr, l'entreprise, je dis, le travail et la consommation sont deux activités
fondamentale dans la société, dans l'histoire de l'humanité. Produire, c'est travailler, consommer, c'est la culture. Mais quand je vois la façon où même les grandes entreprises traitent leurs produits d'une façon un peu vulgaire, un peu facile, un peu marketing. Voilà, vous êtes idiots, je vous donne. Ils pensent qu'on est des idiots, on est des Moi, je crois qu'ils ont peur parce qu'on est de mais plus en oui, plus mais c'est intelligents, comme au ça. contraire. Mais j'ai vu 2000 séances de marketing. J'ai travaillé pour des dizaines d'entreprises. Je vois très bien la façon de raisonner. Et ça, c'est le moyen minimum commun dénominateur. C'est, oui, bien sûr, madame, on lui donne ça. Mais je trouve qu'il faut chercher quelque chose d'autre. Ok, je crois qu'on a le temps pour une dernière l'audace, question. c'est chercher quelque chose d'autre. Ouais, je veux juste peut-être répondre. Le monde dont vous Et parlez... ensuite, une dernière question, et malheureusement, il faudra Le qu'on monde arrête dont ce vous débat. parlez, il existe déjà. Il existe déjà, ce monde-là. Je peux vous dire que Nespresso, quand on a eu l'idée... Alors, pourquoi il existe? Quand on a commencé à mettre notre programme de développement durable, c'est pas parce qu'on s'est dit qu'on allait faire le bien sur Terre. On s'est rendu compte que la qualité du café qu'on cherchait, on n'en aurait pas assez dans les années qui viennent. Et que pour assurer le développement de notre entreprise, on n'aurait pas assez de ce café. Donc on a tracé les courbes, on a vu que notre courbe de supply et de demande allait se croiser. Et donc on s'est dit, si on veut assurer la pérennité de l'entreprise, il faut qu'on se rapproche des caféiculteurs, des gens qui sont sur le terrain, et qu'on regarde comment on peut faire pour qu'ils fassent un meilleur café. Donc l'intention au départ, c'est pas une intention de faire le bien dans l'humanité. Par contre, la difficulté qu'on a, c'est un problème business. Comment on a transformé ce problème business? On est allé sur place et on a regardé. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait énormément les aider à améliorer la qualité du café. Et en faisant ça, on a donné un avenir beaucoup plus important pour les fermiers. Ils ont commencé à gagner beaucoup plus d'argent qu'ils faisaient par le passé. D'abord parce qu'on les paye plus cher, mais aussi et on a commencé à se dire, et ça c'est vrai dans les pays avec lesquels on travaille, mais c'est la même chose en France, l'agriculture, vous savez que c'est des rendements décroissants, et que plus on produit et plus on use la terre. Simplement en les aidant, en retravaillant sur les écosystèmes, en plantant des arbres, et je peux vous en parler pendant des heures, on a régénéré les sols, recréé des écosystèmes. Il y a des espèces d'oiseaux qui sont revenus. Et aujourd'hui, on est en train de recréer ce monde-là. Pour quelle intention au départ? Pas l'intention de sauver le monde, l'intention de développer notre business. Il faut arrêter d'opposer le développement du business avec le fait qu'on puisse tous vivre mieux dans le monde. Voilà, réconcilions l'entreprise et le développement durable et la société. Est-ce qu'on a le temps encore pour une dernière question? Je regarde le juge, arbitre. Très rapidement, une dernière question. Il y avait quelqu'un, je crois, qui s'est... Oui, Bruno Libert. Oui, Bruno Libert, engagé associatif. Une question à M. Toscani, très courte. Les grandes campagnes que vous avez faites avec Benetton en 90, ça fait maintenant 25 ans. Entre-temps, les dirigeants de Benetton ont probablement changé de génération. Est-ce que vous continuez de travailler avec eux? Vous savez, je ne suis pas marié avec Benetton. J'ai fait ce que j'ai fait. Pour moi, c'était un expériment qui a très bien marché. D'ailleurs, dans les 18 ans, j'ai travaillé pour l'entreprise, pas pour l'entreprise avec Luciano Benetton, d'ailleurs, parce que l'entreprise, le marketing de l'entreprise odiava, détestait, parce que je faisais le contraire de ce qu'il aurait voulu avoir. Il aurait voulu avoir les clones de ce temps-là. Et moi, j'ai dit non, on va parler d'autre chose. Dans ces 18 ans, la Benetton est devenue 20 fois plus grand, a eu un grand succès économique. Et je sais, 15 ans, je ne travaille plus pour Benetton. Luciano aussi a arrêté. Et maintenant, c'est dans les mains d'autres gens qui n'ont pas cet esprit. Parce que je vais vous dire, plus l'entreprise est grande, plus elle a la chance d'être audacieuse parce qu'il y a une tête qui a ce courage. Steve Jobs était tout seul. Tout seul. D'ailleurs, il est mort, je ne sais pas s'il aurait pu continuer. D'ailleurs, déjà une fois, on l'avait viré. Alors, il y a toujours une tête. Adriano Olivetti, c'était lui qui était audacieux. Et analyser les grandes entreprises, c'est une tête. L'audace, ce n'est pas une chose qu'on fait en groupe. On peut la faire en groupe, mais ça ne part pas d'un groupe. Il y a une tête qui met tout le monde, et les gens qui sont autour de cette tête, ils ont beaucoup de chance d'avoir la possibilité de faire ça, et ils poussent tout le monde dans de l'audace. Alors, c'est une question d'individu.
L'audace, c'est une question individuelle avec vous-même. Ok, l'audace, c'est une question pour chacun d'entre nous, je crois qu'on l'aura compris, pour l'entreprise et personnellement. Merci à tous nos invités, merci Arnaud Deschamps, Dominique Lévy-Saragossi, Oliviero Toscani et Béatrice Kosowski. Merci.